C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle. Le Premier ministre appelle à un enrôlement massif. À cette occasion, il a rempli son devoir civique ce mercredi à Lubumbashi en entrant en possession de sa carte d'électeur. Et puis le Zimbabwe tient à augmenter la production des céréales alors que la consommation monte. L'exécutif veut améliorer les stocks pour réduire les pertes et les incertitudes des variations saisonnières des prix. Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs à ce journal. On va démarrer avec cette information en bref. Le chef de l'État Félix Tshisekedi se trouve actuellement à Dakar pour participer à la deuxième édition du sommet sur l'agroculture, l'agriculture et l'agroalimentaire qui se tient du 25 au 27 janvier. Bien avant, le président de la République a été reçu par le président émirati, son Altesse tchèque Mohamed bin Zayed Al Nahyan le 24 janvier à Kassar Al-Bar. Les deux personnalités ont passé en revue divers aspects de la coopération entre les deux pays respectifs. Les détails, vous les aurez dans nos prochaines éditions. Ça y est, la Commission électorale nationale indépendante vient d'entamer l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs ce mercredi 25 janvier dans la deuxième ère opérationnelle qui comprend 9 provinces. Le Premier ministre Samalou Kondé, qui est sur place dans la province du Haut-Katanga, a appelé avec quelques membres du gouvernement, s'est fait aussi enrôler. Il a lancé un appel à la population pour un enrôlement massif. Suivez les détails. Les 9 provinces de la deuxième ère opérationnelle sont le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Kasaï central, le Kasaï oriental, l'Omami, l'Alaba, Sankuru, Tanganyika, mais aussi les 3 pays étrangers, Afrique du Sud, France et Belgique. Atterri hier à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga avec pompe, le Premier ministre Samalou Kondé, accompagné de quelques autorités de la province, s'est enrôlé sur place. Ce en guise d'un lancement symbolique de ce processus dans la deuxième ère opérationnelle. Ici, je suis venu au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lancer l'opération d'enrôlement dans le deuxième ère de la République. Comme on l'a dit, ça concerne 9 provinces. Dans la province particulière où je suis, c'est la province du Haut-Katanga. Et tout à l'heure, moi, j'ai pu me faire enrôler. Et c'est une indication aussi en termes d'identification. Parce que après, l'ONIP prendra le relais dans le but de délivrer la carte d'identité. C'était aussi l'occasion pour le chef du gouvernement de réitérer son appel aux populations pour un enrôlement massif et l'appropriation du processus électoral dans son ensemble. Je voudrais d'abord dire que c'est fait. J'ai ma carte et je vous demande bien sûr à tous de faire comme moi, comme il nous l'a été demandé dans notre rôle civique de nous enrôler. Et pour le reste, c'était juste cette invitation, vraiment cette sensibilisation à faire, pas seulement à notre niveau, mais aussi au niveau des relais des autorités provinciales qui nous ont accompagnés dans cette opération pour inviter toute la population congolaise, du moins ceux qui sont en âge de voter et qui le seront le 20 décembre 2023, de s'enrôler massivement pour choisir les dirigeants qu'ils voudraient avoir demain. Il faut rappeler que dans la première ère opérationnelle, l'opération d'enrôlement des électeurs continue. Alors qu'il était prévu qu'elle prenne fin le 23 janvier, la centrale électorale l'a prolongée de 25 jours. On va revenir sur cette guerre de communiqué entre la RDC et le Rwanda après l'attaque de son avion de chasse par l'armée rwandaise. Le gouvernement congolais, par le biais du ministère de la Communication et Médias, a condamné cet acte ignoble et dit que Kinshasa ne va pas se laisser faire. Il a appelé en même temps la communauté internationale à maintenir la pression sur le Rwanda et le mouvement de M23 au risque d'hypothéquer l'enrôlement à l'est du pays.
texte tiré. Mardi 25 janvier 2023, le gouvernement congolais a dans un communiqué dénoncé et condamné l'attaque contre l'un de ses avions Sukhoi 25 par l'armée rwandaise. L'appareil, selon les autorités congolaises, a été attaqué alors qu'il amorçait son atterrissage sur la piste de l'aéroport de Goma. Des témoins dans la capitale du Nord Kivu disent avoir en effet entendu mardi après-midi une forte détonation suivie des tirs au passage d'un Sukhoi de l'armée congolaise, sémant la panique dans la ville. Kinshasa considère cette action, la énième, comme un acte de guerre et n'entend pas se laisser faire. Kigali met en avant la légitime défense. L'avion de chasse congolais a violé l'espace aérien rwandais dans le district de Rubavu, en face de la ville de Goma pour la troisième fois, soulignent les autorités rwandaises. Cet épisode intervient après l'annulation d'une rencontre entre les deux pays prévue à Doha au Qatar. Les soutiens présumés du Rwanda aux rebelles du M23 qui ont déterré la hache de guerre de l'Est de la RDC empoisonnent les relations entre les deux pays. Kigali dément soutenir le M23 en accusant en retour l'armée congolaise de collusion avec une rébellion outre-rwandaise implantée dans l'Est de la RDC depuis le génocide de Tutsi de 1994 au Rwanda. En dépit d'annonces de cessez-le-feu et de retrait de troupes, le combat persiste dans l'Est de la RDC entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Un sommet du 23 novembre à Luanda avait pourtant décidé d'un cessez-le-feu à partir du 25 novembre, suivi 2 jours plus tard du retrait du M23 des zones conquises depuis plusieurs mois dans la province du Nord Kivu. Autre chose à présent, la sous-traitance ne concerne pas uniquement le secteur minier, bien au contraire, elle intervient dans tous les secteurs en RDC. Déclaration de Miguel Katembe, directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. C'était à l'occasion de son tête-à-tête avec le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro Mouvouni. Suivez. Le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, l'honorable Miguel Katembe Kachal, a été reçu par le ministre d'État en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Alexis Gisaro. Cet entretien a principalement porté sur l'interaction entre son secteur et la sous-traitance. Plusieurs questions ont donc été abordées, dont celle relative à la signature de contrats en matière d'infrastructures entre l'État et les entreprises sous-traitantes ayant un actionnariat congolais. Je viens d'échanger avec son Excellence le ministre d'État. Aujourd'hui, il y a ceux qui pensent que la sous-traitance est seulement minière. Dans la zone minière, non, la sous-traitance intervient dans tous les secteurs d'activité en République démocratique du Congo. Développer la classe moyenne n'est pas seulement une affaire du chef de l'État lui-même. Le président de la République a donné sa vision et tous les Congolais, nous sommes derrière lui pour l'appuyer dans cette vision. Le DG de la RSP a profité de l'occasion pour inviter les Congolais à soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les développements de la classe moyenne, en faisant la promotion de la loi qui favorise bien entendu les nationaux à participer dans la chaîne de valeur de leur pays. Développer la classe moyenne, ça n'a pas commencé seulement en République démocratique du Congo, ça existe déjà dans d'autres pays où nous avons vu la naissance des milliardaires. C'est au travers cette même loi qui favorise aussi les nationaux à participer dans la chaîne des valeurs de leur pays. Donc, si nous parlons de la reconstruction de la République démocratique du Congo, il doit y avoir aussi la participation des Congolais. Donc, c'est rassurer que les sociétés qui construisent, ce sont des sociétés de droit congolais, même s'il y a des étrangers, mais qui est aussi l'actionnariat des Congolais qui accompagnent. À noter que le numéro 1 de la RSP en RDC veut impliquer toutes les autorités concernées par la sous-traitance afin de booster l'entrepreneuriat local. On va rester dans le secteur de l'économie. En République démocratique du Congo, la situation macroéconomique s'est améliorée de façon significative en 2022. Mais celle de la gouvernance est marquée par la corruption et la RDC est classée 3e avec la croissance la plus rapide en Afrique. C'est ce qu'a déclaré le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC. 3 autres pays d'Afrique, Albert Zefak, suivez-le dans cet extrait choisi par Blandine Bompala. La situation macroéconomique de la RDC continue de s'améliorer. Ce qui a permis en fait au pays de bénéficier du premier appui budgétaire de la Banque mondiale de l'ordre de 250 millions de dollars en juin 2022. Nous travaillons à l'heure actuelle sur la deuxième tranche de cet appui budgétaire
qui, nous l'espérons, sera délivré avant la fin du mois de juin de cette année. Et il faut dire que cet appui budgétaire de juin 2022 était le premier en plus de 10 ans. Et la situation macroéconomique de la RDC, il faut le noter, s'est améliorée de façon significative. Malgré les difficultés, il faut noter que aujourd'hui, en tout cas 2022, la RDC était le 3e pays avec la croissance la plus rapide en Afrique. Mais ce fait aussi que le déficit budgétaire est resté sous contrôle, à moins de 3%. Il se fait que la dette de la RDC est l'une des plus basses des pays d'Afrique subsaharienne, à moins de 25% du PIB. Il se fait aussi que la balance du compte courant est positive. Donc, dans le secteur de l'ESU, sachez que l'Université catholique du Congo, à travers sa faculté de l'économie et développement, a tenu une journée scientifique ce mardi. Ces assises ont tourné autour de l'intégration de la République démocratique du Congo aux communautés économiques régionales. Suivez ce reportage de Blessed Kouzola, il était avec Stani Samba. Il s'est tenu ce mardi 24 janvier 2023 une journée scientifique à l'Université catholique du Congo organisée par la Faculté de l'économie et développement de la dite institution, dont les assises se sont déroulées à son premier site au campus de Limete. Plusieurs personnalités ont répondu présents à ces assises, notamment le professeur, invités, dirigeants et étudiants. Cette journée scientifique a tourné autour du thème « Intégration de la RDC aux communautés économiques régionales, regard critique ». Après la prière d'ouverture, les hymnes nationaux et de l'université, le secrétaire général académique de l'UCC et les doyens AI de la Faculté de l'économie et développement ont adressé à l'auguste assemblée le mot de bienvenue et ont présenté le thème de la dite journée. Prenant la parole comme premier intervenant, le professeur Onésime Koukatou Lafalache a parlé sur la notion d'intégration dans son ensemble. Ensuite, il a présenté les communautés économiques africaines, mais aussi de l'intégration de la RDC aux communautés économiques régionales. En seconde intervention, M. Kinzo Anthony, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements en API, a parlé des climats des affaires, facteur clé de la compétitivité de la RDC au sein de communautés économiques régionales. Après ces assises, un étudiant et un intervenant ont réagi. D'avoir participé à cette conférence de haute portée, de grande facture scientifique, qui a jeté un œil critique sur l'intégration de la RDC dans les communautés économiques régionales. La faculté d'économie et développement de l'Université catholique du Congo a organisé une journée scientifique au cours de laquelle il y a eu une série de conférences. Le thème principal, c'était l'intégration de la RDC aux communautés économiques régionales, regard critique. Après ce thème principal, il y a 5 sous-thèmes, des thèmes transversaux pour compléter le thème principal. Alors, il s'est agi d'évaluer la participation de la RDC dans les communautés économiques régionales où elle appartient. Il s'agit de la SADC, de la CEAC et du COMESA. Notons que plusieurs étudiants ont répondu présents à cette journée scientifique et ont bénéficié des connaissances approfondies. Il faut dire que cette conférence s'est tenue ici à Kinshasa où les autorités poursuivent l'opération de démolition de toute construction anarchique dans les emprises de l'État. Ce mercredi 25 janvier, c'était le tour de la baie de Ngaliema où le gouverneur de la ville s'y est rendu avec son équipe. Il était question de procéder à la démolition et c'est là malgré la résistance des occupants. Enokisei. Il s'agissait de l'opération de démolition des constructions anarchiques érigées dans la baie d'Engaliema
Bande de terre allant de la rivière Gombe jusqu'au chantier naval de Chanimetal, situé dans le deux quartiers UP de la capitale. C'est le Premier ministre Samalou Kondé qui avait pris une instruction en janvier 2022 pour raser toutes les constructions illégales de la baie d'Engaliema, sans quoi les projets corniches adaptés en août 2020 par le gouvernement qui vise à résorber le déficit en logement ne verra jamais le jour. Samalou Kondé avait pris les soins dans son instruction d'associer les patrons de la ville de Kinshasa, mais aussi celui de la police et la garde républicaine pour vaincre la résistance des intouchables. C'est ainsi qu'à ces jours, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Gobila, et Silvano Kassongo, le commissaire provincial de la police de Kinshasa, ont gravi les échelons en détruisant toutes ces constructions anarchiques dans cette partie de la capitale. C'est une situation qui est occasionnée par certains chefs coutumiers qui procèdent aux ventes des terres alors que l'espace appartient à l'État, selon les sources officielles qui affirment tout de même qu'il n'y a pas de terres coutumières dans des zones urbaines. On va quitter Kinshasa pour le Haut-Katanga où il s'est tenu la cérémonie de remise des notifications aux nouveaux maires des villes de Lubumbashi et Likasi, les bourgmestres des communes et les administrateurs des territoires. Une cérémonie qui a été présidée par le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe dans la salle des banquets en présence d'une délégation de la vice-primature de l'Intérieur. Suivez. Les animateurs de la territoriale nommés récemment dans les Haut-Katanga sur ordonnance présidentielle peuvent désormais entrer en fonction car ils ont reçu leur notification des mains du gouverneur de province Jacques Kabula Katwe. Il s'agit notamment des maires de villes de Lubumbashi, Likasi et leurs adjoints, des bourgmestres, des administrateurs de territoire et leurs adjoints. L'autorité provinciale Jacques Kabula Katwe a invité tous les nommés à se mettre rapidement au travail et à servir la population. Il faut garder l'harmonie des communautés, ça j'insiste. Vous allez administrer pas les gens seulement de votre tribu, vous allez administrer les gens de toute tribu. Et donc, quand vous êtes gestionnaire, vous n'avez pas de tribu, vous n'avez pas de couleur. Si vous êtes appelé à travailler avec vos assistants ou le cabinet, ne prenez pas seulement les gens de votre tribu. Non, nous devons être en mesure de répondre aux besoins de nos populations. Je vous demande plus à faire preuve d'une maturité sur le plan de gestion et même sur le plan cohabitation avec vos administrés. Le nouveau maire de Lubumbashi, Martin Kazembe, a au nom de tous les animateurs de la territoriale nommés dans les Haut-Katanga, remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en eux. Il a par ailleurs promis de suivre les orientations du gouverneur Jacques Kabula Katwe. Par cette même occasion, Excellence Monsieur le gouverneur, représentant du chef de l'État dans la province, nous promettons au chef de l'État de travailler en parfaite harmonie avec l'exécutif provincial, tout en respectant les textes légaux. Nous promettons au chef de l'État de travailler pour l'intérêt de la population congolaise, de nos entités respectives en particulier. Il faut noter que la remise des notifications aux nouveaux animateurs de la territoriale vient en application de la dernière ordonnance présidentielle portant leur nomination. La rencontre s'est déroulée en présence d'une délégation de la vice-primature de l'Intérieur. Vous suivez la grande édition du journal sur Géopolis Télévision et vous n'avez pas tort. Maintenant, place est faite à la page internationale. Au Zimbabwe, les céréales constituent la base de l'alimentation. Dans un contexte marqué par la croissance de la consommation, l'amélioration du stockage devient un des clés pour réduire les pertes post-récolte et les incertitudes face aux variations saisonnières des prix. Pour assurer l'autosuffisance en termes de céréales, l'exécutif national annonce la construction de 8 nouveaux complexes de silos d'une capacité totale de 451 200 tonnes. Edouard Funda.
Les exportations d'électricité vers ses voisins, le Soudan et Djibouti, ont permis à l'Éthiopie de recueillir des recettes de plus de 32 millions de dollars au cours des 5 derniers mois de l'exercice budgétaire du pays. Les données de la compagnie d'électricité nationale Ethiopian Electric Power indiquent qu'un total de 580 millions de kilowattheures d'électricité ont été fournis aux deux pays au cours de la dite période. Les revenus obtenus par l'Éthiopie grâce à l'exportation d'énergie électrique vers le Soudan et Djibouti ont connu une baisse de 6,2 millions de dollars par rapport aux 95 millions de dollars engagés au cours de la même période de l'exercice budgétaire précédent. Un recul dû à la baisse de la demande soudanaise causée par des tensions qui existent entre l'Éthiopie et le Soudan depuis 2 ans sur la région frontalière contestée d'Al-Fashag et sur les grands barrages de la Renaissance éthiopienne. Un total de 1700 gigawattheures d'électricité a été exporté de l'Éthiopie vers le Soudan et Djibouti au cours de l'exercice budgétaire éthiopien précédent. Environ 1109 gigawattheures d'électricité d'une valeur de 54,66 millions de dollars auraient été vendus au Soudan, tandis que Djibouti a importé 600 gigawattheures d'énergie électrique pour plus de 40 millions de dollars. A préciser que l'Éthiopie investit actuellement des milliards de dollars dans la construction de son projet de méga barrage dans le but de devenir un hub régional en matière d'énergie. Toutes nos excuses pour ce petit désagrément. Il s'agissait bien de l'information concernant l'électricité en Éthiopie. On va revenir sur le Zimbabwe où les céréales constituent la base de l'alimentation dans un contexte marqué par la croissance de la consommation. L'amélioration du stockage devient une des clés pour réduire les pertes post-récolte et les incertitudes face aux variations saisonnières de prix. Pour assurer l'autosuffisance en termes de céréales, l'exécutif national annonce la construction de 8 nouveaux complexes de silos d'une capacité totale de 451 200 tonnes. Une fois de plus, Edouard Funda. Le 22 janvier 2023, l'exécutif zimbabwéen a annoncé un projet de construction de 8 nouveaux complexes de silos d'une capacité totale de 451 200 tonnes au profit de l'Office de commercialisation des céréales au cours des 3 prochaines années. Ce projet, qui sera amorcé dans les prochains mois, est estimé à un coût total de 275 millions de dollars. Le projet sera mis en œuvre en collaboration avec les fournisseurs d'équipements biélorusses, Aftrad et Buller, un fabricant suisse de machines industrielles. Au Zimbabwe, les céréales constituent la base de l'alimentation. Selon les données des services consultatifs agricoles et ruraux, la production de la céréale s'est établie à 375 131 tonnes au terme de la campagne 2021-2022. Le volume annoncé est en hausse de 13% par rapport au stock de 330 000 tonnes obtenu un an plus tôt, marquant ainsi un record absolu dans la filière. Pour les autorités, cette mesure permettra au pays d'avoir suffisamment de nourriture pour la consommation et pour les exportations. L'amélioration du stockage des céréales est une des clés pour réduire les pertes post-récolte et les incertitudes face aux variations saisonnières des prix selon l'exécutif. Selon les autorités, ces travaux, une fois achevés, devraient permettre de faire passer la capacité de stockage des céréales du pays à 1,2 million de tonnes contre un niveau actuel évalué à 751 000 tonnes. Voilà, c'est sur ce point que nous mettons un terme à ce journal, mais moi je vous en rappelle les titres. Lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la 2e ère opérationnelle. Le Premier ministre appelle à un enrôlement massif. À cette occasion, il a rempli son devoir civique ce mercredi à Lubumbashi en entrant en possession de sa carte d'électeur. Et puis le Zimbabwe tient à augmenter la production des céréales. Alors que la consommation monte en flèche, l'exécutif veut améliorer les stocks pour réduire les pertes et les incertitudes des variations saisonnières des prix. Voilà, ce journal touche complètement à sa fin. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.